Bonjour et bienvenue au livre audio de l'Orangerie de Larry Tremblay, lu par moi, Hugo le Magnifique. Partie 4, je suis à la page 71. Ahmed est allé rejoindre sa mère qui préparait le repas du soir dans la cuisine. Elle coupait des légumes sur une planche de bois. Elle a versé du riz sur une feuille de vieux journal et a proposé à son fils de le trier. Ahmed aimait aider sa mère à faire la cuisine, même si elle avait un peu honte. Ce n'était pas habituel pour un garçon. Du début, quand elle lui avait offert de l'aider, Tamara a eu un mouvement de surprise et avait refusé. Il était revenu à la charge et finalement elle avait accepté. Depuis, elle appréciait ses moments avec ses fils et les recherchait. Quand Ahmed passait plusieurs jours sans venir faire son petit tour dans la cuisine, elle s'inquiétait et se demandait à Zahed n'avait pas parlé à son fils. Elle savait que son mari trouve inconvénient qu'un garçon se comporte de la sorte. Ahmed se concentrait sur sa tâche. Il enlevait du tas de riz, les petites pierres et les saletés. Ses gestes étaient rapides et précis. Tamara n'osait lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. Elle attendait que son fils brise le silence s'accumulant entre eux de façon inhabituelle, car ces moments qu'ils partageaient étaient habituellement l'occasion de conversations qu'elle n'aurait pu avoir autrement. Ce sentiment de connivence entre la mère et le fils déclenchait parfois des fous rires. Ahmed en profitait aussi pour parler de sa tante Dalima dont il s'ennuyait. Chacune des lettres qu'il recevait de sa tante était une fête pour lui. Au début, sa mère les lui lisait, mais depuis qu'il avait appris à déchiffrer les mots, il pouvait relire les lettres de sa tante pendant des heures. Désolé, je viens de te chumer. Elle lui racontait les détails de sa nouvelle vie. Elle décrivait le métro, un train qui traversait les quartiers sous les rues et les édifices de la ville. Elle lui parlait de la neige qui, en quelques heures, recouvrait les toits des maisons et faisait descendre du ciel un silence de watts. Elle l'étonnait et le rendait curieux avec les quelques photos qu'elle glissait dans l'enveloppe. Elle prenait soin de jamais envoyer des photos de son mari. Ahmed aimait surtout celles où on voyait la ville illuminée le soir, ou encore celles qui montraient des ponts surélevés, le fleuve qu'ils survolaient de leur structure d'acier, le ruban clignotant des phares d'automobiles. Sa tante lui avait un jour écrit qu'elle pensait à l'orangerie chaque fois qu'elle mangeait les oranges. Elle aurait tant aimé la revoir et se promener avec son petit Ahmed entre les rangées d'arbres, respirer avec lui le parfum embaumant de leurs fleurs blanches en été. C'est fait, a dit seulement Ahmed à sa mère. Tamara a cru qu'il avait terminé de trier le riz. Elle a regardé son fils et a compris, soulagée, qu'il parlait de l'échange. Tu lui as demandé? Oui, aujourd'hui, dans la... Tu lui as pas demandé qu'il était malade? Non. Il ne faut surtout pas. Non, j'ai fait comme t'as dit. Tu lui as dit que t'avais peur, c'est ça? Oui, je lui ai dit que j'avais peur de mourir. Mon pauvre Ahmed, pardonne-moi, pardonne-moi. Je sais que tu es courageux comme ton frère. C'est si horrible que je t'ai demandé, si horrible. Ne pleure pas, maman. À quoi ça sert de mettre au monde des enfants? C'est pour les sacrifier comme des pauvres bêtes qu'on envoie à l'abattoir. Ne pleure plus. Non, je ne pleure plus. Tu vois, je ne pleure plus. On l'a fait pour Aziz. Il ne faut pas que tu l'oublies. Termine de trier les riz maintenant. Tamara a essuyé ses larmes et a mis au feu une grande casserole pour faire bouillir de l'eau. Tu dois faire attention à une chose, Ahmed. Quoi, maman? Ton frère, depuis sa maladie, a maigri. Pas vraiment. Mais si, tu n'as pas remarqué, ses joues ne sont pas aussi rondes que les tiennes et il a moins petit que toi. Surveille l'assiette de ton frère et arrange-toi pour manger moins que lui. Je me sens si misérable de t'avoir demandé cela, si misérable, mais jure-moi que tu le feras, Ahmed. Oui, je le ferai. Ton père ne doit pas s'apercevoir de l'échange, ce serait effroyable s'il le découvrait. Je n'ose même pas y penser. Ne t'inquiète pas, dans quelques jours, je serai aussi maigre qu'Aziz, et personne ne pourra faire la différence entre nous. Moi, je le pourrais. Oui, toi, mais seulement toi. Je comprendrais si tu me détestais. Tiens, j'ai fini de trier le riz. Merci, Ahmed. Jamais je te détesterais. Ok, prenez vos notes. Je vais me blesser avec un couteau. Pourquoi? Nous ferons l'échange au dernier moment. Qu'est-ce que tu racontes, Aziz? Quand tu seras sur le point de partir avec Soulayed, je vais m'arranger pour me blesser avec un couteau. Mais pas pour vrai. Toi, par contre, tu devrais le faire pour vrai. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu n'auras qu'à te faire une petite coupure, tu le feras à la main gauche. Tu ne devras pas te tromper, Ahmed, tu te blesseras à la main gauche.
D'accord, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je vais prendre du sang de mouton. Du sang de mouton? A répété Ahmed de plus en plus perplexe. Pour faire croire que je me suis blessé, je mettrai sur ma main et je vais m'envelopper d'un linge. Après l'échange, je me laverai. Personne ne verra de blessure sur ma main, mais toi, tout le monde verra la tienne. Parce que je me serais vraiment coupé, a dit Ahmed, qui commençait à comprendre d'où son frère voulait en venir. C'est ça! Alors, il n'y aura plus de doute possible. Tu seras Aziz à la main blessée, et moi je serai Ahmed, prêt à partir avec Sulayed. Aziz à la main blessée, a répété Ahmed en soupirant. Les deux frères étaient couchés sur le toit de la maison. Les premières étoiles venaient d'apparaître. Elles perçaient le ciel une à une avant de cribler par dizaines de leurs feux scintillants. Ahmed et Aziz avaient pris l'habitude de monter là-haut, de profiter de la brise. Ils s'étendaient sur le dos près du gros réservoir d'eau et plongent leur regard dans la nuit infinie. Ne sois pas triste, Ahmed. Bientôt, je serai là-haut. Promets-moi que tu viendras chaque soir ici pour me raconter ta journée. Comment je serais pour te trouver? Il y a tellement d'étoiles. Viens, allons-nous coucher? J'ai un peu froid. Ahmed a touché le front de son frère. Il était brûlant. Tu es malade? Juste fatigué. Viens, peut-être que cela va revenir demain. Allons dormir. Les jours suivants, Aziz se comportait avec son frère comme un général en lui donnant sans cesse des ordres. Ahmed se laissait guider, impressionné par celui qui allait bientôt donner sa vie. Aziz lui répétait qu'il ne devait pas s'inquiéter, que tout allait bien se passer. C'était très simple, ils devaient apprendre à tout faire de la même façon. Même s'ils étaient des jumeaux identiques, leurs parents ne se trompaient que rarement. Il n'y avait que leur grand-mère Shahina qui les confondait continuellement de son vivant, à un point tel qu'il ne l'avait soupçonné de le faire exprès pour se moquer d'eux. Il fallait donc que leur ressemblance ne soit pas simplement physique, mais qu'elle l'exprime aussi dans leur comportement. Tu vois, toi, tu bouges comme un oiseau apeuré. Pas du tout, ripostait Ahmed. Mais si, tu es nerveux, tu n'arrêtes pas de faire des petits sauts au lieu de faire des pas. Et toi, tu marches comme un poisson endormi. Idiot, un poisson ne marche pas. Non, mais s'il marchait, il marcherait comme toi. Écoute, j'ai cessé de me traîner les pieds et toi, tu vas bien les poser au sol à chaque pas. Comme ça, on va finir par marcher de la même façon. Essaie. Et Aziz continue à donner des leçons à son frère afin que toute différence entre eux s'estompe. Il indiquait à Ahmed les gestes qu'il fallait éviter de faire et les quelques intonations qui pourraient mettre en péril leur échange. C'était devenu un jeu comme un autre, mais il n'y aurait pas de gagnant. Curieusement, Aziz n'avait fait aucune remarque sur leur différence la plus évidente, celle qui le ferait reconnaître à coup sûr si on le prenait le temps d'observer les deux frères côte à côte, sans maigreur, comme s'il n'avait pas conscience de sa perte de poids depuis sa maladie. Ahmed, comme sa mère lui avait suggéré, s'arrangeait pour ne pas terminer ses repas et allait jusqu'à mettre dans l'assiette de son frère, et à son insu, une partie de sa nourriture. Tamara aidait parfois Ahmed en le servant moins, en donnant une double part à Aziz, mais elle avait dû cesser de le faire le jour où Aziz lui avait fait remarquer qu'elle servait injustement son frère. Elle avait eu peur qu'elle découvre alors la connivence avec Ahmed. Tamara se maudissait plusieurs fois par jour. Elle se sentait aussi honteuse et coupable que si elle avait comploté avec l'un de ses fils pour empoisonner l'autre à petite dose, alors qu'elle les aimait tous deux d'un cœur absolu. Mais elle était déterminée que cette guerre sans fin ne lui prenne pas ses deux fils. Comme Ahmed ne maigrissait pas assez vite, Tamara lui avait suggéré de faire vomir après son repas du soir. Elle savait par son mari que Sulayed allait revenir avant la période des récoltes qui approchait. Ahmed, un doigt au fond de sa gorge, se faisait vomir en pleurant. Oublie pas de prendre vos notes. Ils ont vu leurs parents partir pour le village. Leur père avait emprunté le camion du voisin. Il allait acheter des pesticides. Tamara avait tenu à l'accompagner. Elle aimait aller au village, quitter sa routine, rencontrer d'autres femmes au hasard des courses. Elle ramenait aux garçons des gâteries à l'occasion parce que c'était cher et difficile à trouver, des magazines illustrés, des bandes dessinées. Une fois le camion disparu complètement de la route, Aziz a attrapé son frère par le bras et l'a entraîné vers la remise. « Viens, ne perdons pas de temps. Tu as la clé? Je l'ai toujours avec moi. » Aziz était impatient de revoir la ceinture d'explosifs. Ahmed a ouvert le cadenas en jetant un coup d'œil à la route pour s'assurer que son père ne faisait pas demi-tour.
La porte ouverte, Aziz s'est précipité au fond de la remise, a retiré sous la bâche le sac de toile. Allons dans l'orangerie. C'est trop dangereux. Mais non, ils ne vont pas revenir avant moins 1 heure. Viens, allez, Ahmed, viens. Ahmed a suivi son frère, peu rassuré. Ils se sont assis sous le feuillage d'un grand oranger. Son parfum adoucissait l'air. Des abeilles bourdonnaient dans les autres branches. Aziz, le souffle haletant, a retiré du sac la ceinture. Elle est lourde. Père m'a dit qu'il fallait s'habituer à son poids. Donne-moi la clé. Je vais la garder avec moi. Dès que je pourrai, j'irai dans la remise presser la ceinture. Je dois être prêt quand je partirai. Ahmed a donné à contre-cœur la clé à son frère. Aziz s'est levé pour essayer la ceinture et a fait quelques pas maladroits. Tu l'as caché sous ta chemise. Je sais, je ne suis pas fou. Alors fais-le. C'est à moi de décider quand je dois le faire. D'accord, ne te fâche pas. Je ne me fâche pas. Alors pourquoi tu cries, Aziz? Aziz s'éloignait en serpentant entre les arbres, faisait des pauses, crachait derrière un tronc, guettait des ennemis, courait vers un autre tronc. Il a terminé son jeu en grimpant de peine et de misère sur un énorme rocher. Autrefois, son grand-père Mounir, après plusieurs tentatives infructueuses de le déloger, s'était résolu à accepter sa présence au milieu de ses arbres fruitiers. D'après tout, pensait-il, ce rocher était peut-être venu du ciel. Z s'était bien promis de réussir à le casser à coups de massue, mais avait lui aussi abdiqué. Dans un hurlement qui a fait sursauter Ahmed, Aziz s'est fait exploser avec l'espoir que l'orangerie serait débarrassée une fois pour toutes du rejet solitaire et entêté. Les bras en l'air, elle a imaginé une pluie de petits cailloux s'abattre sur sa tête, oubliant pour un instant, s'il allait au bout de sa logique, que son corps ferait aussi partie des débris tombant du ciel secoué. « J'ai réussi! Quoi? Tu ne vois pas? Je l'ai fait exploser. » « Exploser quoi? Le rocher? Je ne vois rien du tout. Imagine-le, idiot! Je n'ai pas envie d'imaginer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as, Ahmed? Tu penses à nos tentes d'aliments, parfois. Pourquoi tu me parles d'elle, tout à coup? Tu ne réponds jamais à ses lettres? Je ne veux pas parler d'elle. Et tu sais pour quelle raison? C'est à cause de son mari? Il fait partie des gens qui lancent des bombes de l'autre côté de la montagne. Il est peut-être différent, lui. Non, père dit qu'ils sont tous des chiens. Tu as entendu? Et tu as entendu Sulaïd? Il faudrait retourner dans leur remise maintenant, tu ne le penses pas? Au moment où les deux frères refermaient derrière eux la lourde porte de la remise, j'ai entendu un bruit de moteur. Père est revenu, a murmuré Ahmed. Non, ce n'est pas le bruit que fait le camion du voisin. Un instant plus tard, un claquement de portière a résonné. Puis ils ont entendu quelqu'un s'approcher. Viens, Aziz, allons nous cacher au fond. Ils ont juste eu le temps de se glisser sous la bâche, près des outils, avant que la porte ne s'entr'ouvre dans un lent grincement. Un homme est entré, a fait quelques pas, puis s'est immobilisé. Les deux garçons retenaient leur respiration. « Je sais que vous êtes là. Je vous ai aperçu de la route. Pourquoi vous cachez-vous? Ah, je sens que je brûle. » L'homme s'est penché sur la bâche qui faisait une drôle de bosse. « Il y a vraiment de très gros rats ici. Heureusement, il y a une magnifique pelle qui s'ennuie juste devant moi. Je n'ai qu'à la prendre et à sommer ces deux vilains rats qui se croient invisibles, » a plaisanté Sulaïd. « Allez, sortez de là, je dois vous parler. Allez chercher votre père. »« Il n'est pas ici, » a dit Aziz en dégageant sa tête de la bâche. « Il est parti au village avec notre mère, » a ajouté aussitôt Ahmed. Les garçons sont sortis de leur cachette. Sulaïd distinguait dans le pénombre l'éclat de leurs yeux inquiets. « Alors, c'est toi que ton père a choisi. » Aziz cachait nerveusement avec ses bras la ceinture d'explosifs qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever dans sa précipitation. « La ceinture que tu portes n'est pas un jouet, je sais. »« Es-tu Ahmed ou Aziz? »« Je suis Ahmed, » a menti Aziz. « Ahmed. Eh bien, Ahmed, sois béni. » Sulaïd a sorti de la poche de sa veste une liasse d'argent soigneusement attachée par une ficelle. « Tiens, tu donneras ça à ton père. C'est un cadeau, une sorte de compensation pour ce qui est arrivé à vos grands-parents. Votre père en aura besoin et votre mère en sera contente. Tu sais, Ahmed, c'est un événement triste et heureux qui va se produire. Tu l'as compris, hein? Mais toi, ne sois qu'heureux. Tu vas mourir en martyr. Tu es 3 fois béni. » Aziz a pris l'argent sans dire un mot. Jamais il n'en avait vu autant. « Prépare-toi, Ahmed. Je reviens dans 2 jours. » Sulaïd les a quittés dans un silence lourd. Il a ouvert la porte de la remise d'un coup sec et a disparu dans une poffée de lumière où s'affolait la poussière. Ahmed et Aziz ont entendu que le bruit de sa Jeep s'éloigne tout à fait pour sortir de leur léthargie.
Aziz a enlevé la ceinture et l'a remisée dans sa cachette. Tiens, Ahmed, prends l'argent. C'est toi qui dois le remettre à notre père. Tu as raison, sortons d'ici maintenant. Aziz a cadenassé la porte de la remise et a donné la clé à son frère. Tu ne voulais pas la garder? Tu n'as pas entendu Sulaïd? Je vais partir dans 2 jours. Je n'aurai plus l'occasion de revenir dans la remise. Aziz a alors regardé son frère avec une telle intensité que celui-ci s'est détourné et s'est mis à courir sans raison, disparaissant dans les champs d'orangers. N'oubliez pas de prendre vos notes. Il régnait dans la maison une tristesse mouillée. L'air s'était alourdi malgré la brise qui venait des fenêtres ouvertes. La maison faisait du silence comme les orangers faisaient de la lumière. On aurait dit que les murs, le plancher, les meubles savaient que le retour de Sulaïd était pour le lendemain. Toute la journée, Aziz chuchotait à son frère qu'il était heureux, que tout irait bien. « Tu ne dois pas t'en faire, nous ferons le change et personne ne va s'en apercevoir. » Ahmed avait envie de serrer son frère dans ses bras et de le faire disparaître dans son étreinte, afin que personne ne puisse le prendre. Il allait mourir contre Alim. Il ne le reverrait jamais sortir. Aziz lui avait promis qu'il l'attendrait à la porte du paradis. L'attendrait même si Ahmed devenait aussi vieux que son oncle Boudir, mort à 97 ans. Ils seraient de nouveau ensemble. Le soir venu, Zahed les a tous réunis dans la grande pièce de la maison. Il avait invité quelques voisins, les 2 employés qui l'aidaient dans l'orangerie. Avec une fierté émue, il leur avait expliqué que son jeune fils Ahmed serait bientôt un martyr. Tout avait accueilli cette invitation comme un honneur qu'on leur faisait. Tamara avait préparé un repas digne d'une grande fête. Elle avait accroché au plafond une guirlande d'ampoules colorées qui éclaboussait la pièce d'une lueur bigarrée. Elle regrettait après en avoir fait. Elle ressentait cette lumière joyeuse comme un sacrilège, un piètre mensonge. Elle a servi Ahmed, assis près de son père en premier. Celui-ci avait honte, il n'osait pas regarder son frère à qui cet honneur aurait dû revenir. Avant de commencer à manger, Zahed a remercié Dieu de lui avoir donné un fils aussi courageux. Elle n'arrivait plus à dissimuler ses larmes. Ahmed s'est levé comme s'il avait voulu prendre la parole et tout avouer. Tamara l'a deviné. Elle est venue vers lui et l'a serré contre elle. Elle lui a murmuré dans l'oreille de ne rien dire. « Fais-le pour ton frère, je t'en supplie. » Ahmed a observé son frère. C'était déjà une autre personne. Le repas terminé, les plats rangés, les invités sont venus un à un saluer Ahmed en le touchant, en l'embrassant, en pleurant. Puis ils sont partis en silence, la tête baissée, comme s'il n'y avait plus rien d'autre à dire ou à faire. Tamara a éteint la guirlande de petites lumières, et la lueur jaunâtre des bougies a repris ses droits dans la grande pièce qui, tout à coup, semblait privée d'air. Les 2 frères sont montés dans leur chambre plutôt que d'habitude. Aziz est demeuré longtemps devant la fenêtre à contempler les étoiles dans le ciel. Il allait être midi quand le bruit de la Jeep a déchiré en 2 le jour. Zahed n'était pas allé travailler au champ et elle devait donner congé à ses 2 employés. Avec Tamara et ses 2 garçons, il fixait l'horizon, ne pouvant rien faire d'autre. Tous les 4 attendaient en silence, assis sur le seuil de la maison. Dès que la Jeep a freiné dans un nuage de poussière, ils sont tous levés en même temps, sans toutefois faire un seul pas vers Sulaïd qui sortait de la Jeep. Celui-ci s'est avancé lentement vers eux. Il n'était pas seul. Un homme traînait les pieds derrière lui, ni jeune ni vieux. Il portait un sac de cuir usé en bandoulière. Sulaïd n'a pas dit son nom. Il a simplement annoncé que c'était l'expert. Il avait les yeux vitreux et dégageait une odeur de sueur âcre. Zahed a demandé à Tamara et à Aziz d'aller attendre dans la maison. Ils ont obéi à contre-cœur. L'expert s'approchait d'Ahmed en souriant. « Ça va? Ça va? Tu n'es pas très gros? Quel âge as-tu? » 9 ans. Les 2 hommes, Ahmed et son père, se sont dirigés vers leur remise à outils. Ahmed a remis la clé à Zahed qui a ouvert les cadenas. Puis, celui-ci a coincé la porte avec une planche de bois pour la maintenir grande ouverte. Le jour a vomi un tunnel de la lumière qui a dessiné un rectangle d'or au fond de la remise. Sulaïd a demandé à Zahed de remettre la ceinture à l'expert, qui l'a examiné rapidement.
Satisfait, il a montré à Ahmed une petite boîte plastifiée qu'il a sortie de son sac. L'expert lui a demandé s'il savait ce que c'était. Non, je ne sais pas, a répondu timidement Ahmed. C'est un détonateur, tu comprends? S'assurait l'expert en regardant Ahmed dans les yeux. Je crois que oui. Quand ce sera le temps, tu n'auras qu'à appuyer ici. D'accord. Tu as bien compris? Oui. Que Dieu te bénisse. L'expert attachait la petite boîte à la ceinture avec un fil jaune. Il y a un deuxième fil, regarde bien. Il est rouge, tu le vois? Oui, je vois. Celui-là, on le fixera plus tard. Ne t'en fais pas, Ahmed, c'est moi qui m'en occuperai, a ajouté Sulaïd, qui se tenait derrière lui. Je vais le faire juste avant que tu montes dans la montagne. Sulaïd a dit quelques mots à Zahed qu'Ahmed n'a pas compris. Sulaïd ensuite est sorti de la remise et est revenu une minute plus tard avec un appareil photo dans les mains. Il avait dû l'oublier dans le jeep. Enlève ta chemise, a ordonné l'expert Ahmed, qui obéit, surpris par le ton ferme de sa voix. Puis l'expert lui a tendu la ceinture. Tiens, mets-la. Pourquoi? A demandé avec nervosité Ahmed. Pour la photo, expliquait Sulaïd. Va te placer près du mur. Tiens-toi bien droit. Tourne-toi vers la lumière. C'est ça, ne baisse pas la tête. Ahmed, aveuglé et étourdi, s'est mis à trembler. Qu'est-ce que tu as? A hurlé Sulaïd. Regarde-nous! Pense aux ennemis! Pense à ce qu'ils ont fait à tes grands-parents! Ahmed ne pouvait penser à rien. Il avait envie de vomir. Mais lève la tête et ouvre les yeux. Regarde ton père, ne le déshonore pas. Sulaïd a pris une photo, puis une deuxième. Pense au paradis. Ahmed s'efforçait de sourire en retenant ses larmes. Sois heureux, sois béni. Tu as été choisi par Dieu. Sulaïd a pris une deuxième photo. Remets ta chemise. Tes parents vont être fiers de toi quand ils te verront sur la photo avec la ceinture. Zahed a pris la main de son fils. Viens, le moment est venu de dire adieu à ta mère et ton frère. Ils sont sortis de la remise. Tamara les attendait sur le seuil de la maison avec Aziz. Celui-ci avait autour de la main un mouchoir taché de sang. Il s'est empressé d'expliquer à son père qu'il venait de se blesser en coupant des oranges. Fais tes adieux à ton frère, lui a dit Zahed. Pas tout de suite. Aziz est revenu dans la maison en courant et est revenu avec un petit plateau sur lequel trônait un grand verre. Regarde ce que ton frère a préparé pour toi, a dit Tamara d'une voix mal assurée. Tiens, bois. Comme ça, tu partiras avec le goût de ce que notre terre produit de meilleur, a ajouté Aziz. Aziz s'est approché de son frère et s'est arrangé pour laisser tomber le verre sur lui. Ce petit accident était planifié par les jumeaux depuis plusieurs jours, mais comme Ahmed dit à sa mère à l'insu de son frère, Tamara savait ce qui allait se passer. Comme prévu, elle a giflé Aziz à cause de sa maladresse. L'expert s'est mis à rire. Sulaïd l'a fait taire. Il a relevé la chemise salie d'Ahmed avec précaution pour vérifier si sa ceinture avait été en contact avec le jus d'orange. L'expert lui a expliqué qu'il n'y avait aucun problème. De l'eau, du jus ou du sang, ça n'a aucune importance. Il reste encore un contact à établir avec le détonateur. Je sais, a dit Sulaïd, contrarié. Pas besoin de me le rappeler. Va te changer, a dit Tamara à Ahmed. J'y vais avec lui, a aussitôt ajouté Aziz. Les deux frères sont montés en vitesse dans leur chambre. Ils ont enlevé leurs vêtements. Aziz a aidé son frère à se débarrasser de la ceinture. C'est quoi cette histoire de contact? C'est pour le détonateur. Regarde Aziz, cette petite boîte. L'expert l'a reliée à la ceinture juste ici. Tu vois, avec le fil jaune. Et le fil rouge? Sulaïd a dit dans la remise que c'est lui qui va s'en occuper. Mais quand? Quand tu seras à la montagne. Il y a autre chose que je devrais savoir? Non. Aziz? Quoi? Ne remets pas la chemise tachée. Une fois l'échange de leurs vêtements terminé, Aziz a remis à son frère un petit couteau qui avait appartenu à leur grand-père Mounir. Il l'avait récupéré dans les débris de sa maison. Coupe-toi la main gauche. Ne te trompe pas. Ahmed s'est fait une entaille à la base du pouce. Tiens, Ahmed, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu le vois bien, c'est une lettre. Tu vas le lire après ma mort, d'accord? Je te le promets. Non, jure-le-moi. Ahmed a fait tomber sur l'enveloppe un peu de sang sur sa blessure. Je te le jure. Il a agrandi avec son doigt la tache rouge sur l'enveloppe, comme c'était le sceau qui scellait la lettre de son frère, rendant du même coup irréversible leur échange. Aziz a remis à Ahmed le mouchoir taché de sang de mouton. Celui-ci l'a enroulé autour de sa main blessée. Le cœur battant, les deux frères sont redescendus. Désormais, Aziz était Ahmed et Ahmed était Aziz.